Vous avez sûrement déjà vu ce graphique. Un crash qui descend, puis un rebond en V qui redresse tout en quelques mois. Vous l'avez vu tellement de fois que vous pensez reconnaître la forme avant même qu'elle n'arrive. J'ai passé ces 3 derniers mois à reprendre plus de 100 crashs boursiers, de 1929 à aujourd'hui. Il existe bien une séquence qui revient presque à chaque fois, sauf qu'elle n'a rien à voir avec la forme du graphique. Et la plupart des investisseurs, moi y compris, à une époque, continuent quand même à chercher le point le plus bas pour acheter. Arrêtez d'acheter les plus bas. C'est exactement ce qui vous coûte le plus cher. Et il y a un chiffre que je garde pour la fin de cette vidéo, il indique le coût réel de cette habitude. On y arrive. Mais avant ça, une question, comment savoir si ce que vous croyez voir dans un graphique est réel ou si c'est juste que vous avez envie d'y voir? Cette question, j'ai appris à me la poser en perdant 80% sur une seule ligne d'investissement alors que j'étais absolument certain de reconnaître un plus bas sur les marchés. Alors je vous raconte tout dans une minute. J'ai mis un diagnostic gratuit en description, 3 minutes, pour savoir comment vous réagiriez vraiment face à une vraie baisse. Ouvrez-le dans un nouvel onglet, vous y reviendrez à la fin de la vidéo, on continue. Après chaque crash, c'est le même réflexe collectif. On va chercher la forme de la chute. On va chercher la lettre V, U, W, L. Les chaînes d'infos, les analystes, les forums, tout le monde en parle comme si la forme du rebond était la clé du problème. Ce n'est pas un réflexe stupide. Reconnaître des formes, c'est utile dans plein de contextes dans la vie. J'ai joué au Go quand j'étais jeune, c'est super. Le problème, c'est que ici, sur les marchés, la forme ne se voit qu'après coup. Voici le mécanisme. Les lettres V, U, W, L sont des descriptions du passé, pas des outils de prévision. On ne peut pas savoir en le vivant si on est dans un rebond en V ou dans une stagnation en L qui commence tout juste. C'est comme reconnaître le trajet d'un obus une fois qu'il a explosé. Ça ne vous dit rien de l'endroit où va tomber le prochain obus. Soyons honnêtes, les gens qui cherchent la forme du rebond ne sont pas naïfs. Certains ont même de vrais résultats à court terme en pariant là-dessus. Mais il y a une faille précise dans cette lecture de graphique. Une faille que même les meilleurs modèles économiques n'arrivent pas à éviter. Je vous montre cette faille dans la suite de la vidéo. Alors, vous, la dernière fois que les marchés ont vraiment décroché, vous avez fait quoi concrètement? Vous avez vendu, vous êtes resté sur la touche sans bouger ou vous avez renforcé votre position? Gardez votre réponse en tête pour la fin de la vidéo. À la fin, vous comprendrez pourquoi cette réponse compte plus que vous ne le pensez. Et vous pouvez même l'écrire en commentaire, je lis tous les commentaires. En 2001, Alcatel s'effondre. J'en avais acheté à 60 euros. Le titre baisse. Je regarde le graphique. Je me dis ça ressemble à un plancher, ça va remonter. À 40 euros, je rachète. Je moyenne à la baisse, comme on dit. Le titre baisse encore. Je regarde encore le graphique. Même sensation, c'est bientôt fini. À 20 euros, je rachète une troisième fois. À 5 euros, j'ai enfin compris quelque chose d'essentiel. Je ne lisais pas un plancher, je lisais ce que j'avais envie de voir. J'ai perdu 80% de mon investissement sur cette seule ligne. Voilà où j'ai appris la question du début de cette vidéo, pas dans un livre, sur mon compte titre. Alors, vous connaissez peut-être la société Kodak. Vous connaissez Nokia. Les deux ont eu, à un moment de leur chute, un graphique qui ressemblait exactement à un début de rebond. Une baisse, un frémissement. Ce qui avait toutes les allures d'un plancher. Des analystes ont vu cette forme. Ils l'ont même écrite dans leurs notes à leurs abonnés à l'époque. Kodak n'est jamais revenu à son niveau d'avant la chute. Nokia a été vendu à la découpe, son activité téléphone rachetée pour une fraction de sa valeur passée. La forme qu'ils avaient cru reconnaître n'était pas un rebond, c'était un sursaut, ce qu'on appelle un dead cat bounce, juste avant la suite de la chute. Et il y a un cas encore plus radical à l'échelle d'un pays entier cette fois. L'indice japonais Nikkei a atteint son sommet fin 1989. Et il a fallu attendre 2024, 35 ans plus tard, pour qu'il retrouve seulement son niveau nominal d'avant-crise, sans même compter l'inflation sur la période. On ne parle pas ici de 5 années, on ne parle pas de 10 années, on parle de 35 années. Ça suffit en soi à casser l'idée que ça finit toujours par remonter les marchés et qu'il suffit d'être patient. Mais alors, si la forme d'une chute et d'une reprise ne prédit rien, qu'est-ce qui reste? Une étude berkeleyenne, devenue une référence dans le domaine, a suivi 66 000 comptes pendant 6 ans. Ceux qui bougent le plus, ceux qui pensent avoir repéré un signal, une forme, un pattern, ils gagnent en moyenne 11,4% par an net. Le marché, pendant le même temps, fait 17,9%. Le geste actif fondé sur je crois voir quelque chose coûte cher, presque toujours. Même la Réserve fédérale américaine, qui a des modèles sophistiqués et des données macroéconomiques complètes, se trompe
quand même régulièrement quand il s'agit de dire en direct si on entre en récession, en reprise ou en simple stagnation. Et voici ce que je vous promettais au début de la vidéo. Eh ben, la réponse est là. Personne, absolument personne, ne lit une forme des marchés en direct. On ne la lit qu'ensuite sur le graphique terminé, quand c'est trop tard. Et le point d'entrée optimal, le moins 20%, moins 30% qu'on cherche à identifier en patientant, bah, c'est la même illusion à l'œuvre, en version chiffrée plutôt qu'en version graphique. Une étude du NBER le documente précisément. Ces seuils magiques sont trouvés en fouillant dans le passé jusqu'à ce qu'un chiffre colle à ce que vous croyez, sans jamais vérifier ce qui aurait tenu sur les crashs suivants. Ça porte un nom, c'est le data mining, la pêche aux chiffres. Fouillez dans le passé jusqu'à trouver ce qui vous arrange. Alors, voici ce qui reste une fois qu'on écarte la forme du graphique et les seuils magiques. Vanguard a comparé sur plus de 40 ans de données américaines, britanniques et canadiennes deux façons de placer une grosse somme. Soit tout de suite, ce qu'on appelle le lump sum, ou étaler sur plusieurs mois en attendant un meilleur moment. Investir tout de suite bat l'étalement dans la grande majorité des cas testés. Pas parce que le timing parfait existe, mais parce que attendre est déjà un pari caché sous l'apparence de la prudence. Voici à quoi ça ressemble en pratique, le fait d'agir tout de suite plutôt que d'attendre. En mars 2020, les marchés perdent 30% en 3 semaines. J'avais du cash de côté. Pas parce que je suis un génie, mais parce que j'ai appris à être prudent. Le 18 mars, j'investis 30% de ce cash. Mes mains tremblaient littéralement. Le 23, j'en remets encore 30%, la boule au ventre. Je n'ai lu aucune forme sur aucun graphique ce jour-là, hein. J'avais simplement une règle fixée avant la panique, divisée, déployée par tranche, peu importe ce que je ressens. 6 mois plus tard, ces deux tranches affichaient plus 50%. Alors c'est pas parce que j'avais deviné le point bas, c'est parce que le point bas n'était plus la variable qui comptait pour moi. Et c'est ce que fait le socle Brown concrètement, sans prédiction, dans nos portefeuilles. Rester exposé sur plusieurs types d'actifs à la fois et rééquilibrer mécaniquement quand les proportions ont tendance à dériver. Le principe est public, documenté depuis des décennies. Les seuils précis, la fréquence, les satellites qui viennent se greffer là-dessus, dans la solution 10x10, le portefeuille que je partage avec mes abonnés, tout ça, ça dépend de votre situation. Et c'est exactement ce que le diagnostic gratuit en description vous aide à poser. Alors, vous êtes peut-être en train de penser, d'accord, mais moi, la prochaine fois, je saurai reconnaître le bon signal parce que j'ai vu cette vidéo. Et c'est exactement la phrase que j'ai entendue à chaque fois pendant les 5 crashs majeurs que j'ai traversés personnellement depuis 1994. Les obligations, le crash des dot-com, les subprimes, l'euro, le Covid. Devant chacun de ces crashs, des gens intelligents m'expliquaient pourquoi cette fois, ils voyaient clair et pourquoi c'était différent. Et à chaque fois, les marchés se sont retournés, mais jamais selon le calendrier ni la forme que quelqu'un avait prédite. Penser qu'on va enfin bien lire la forme n'est pas une garantie, c'est la pensée que tout le monde a juste avant le crash suivant. Et maintenant, voici le chiffre que je vous ai promis depuis le début de cette vidéo. Le cabinet américain Dalbar suit depuis 1985 l'écart entre ce que le marché rapporte et ce que l'investisseur moyen touche réellement. Parce qu'il vend en bas, rachète en haut ou simplement qu'il attend la bonne forme du marché qui n'arrive jamais tout à fait comme prévu. En 2024, cet écart a atteint 848 points de base, c'est-à-dire 8,48 points de pourcentage. Le S&P 500, dans le même temps, a fait plus 25%. Et l'investisseur moyen n'a capté que 16,5% de cette hausse. Au passage, l'année 2025 a été meilleure de ce point de vue. L'écart s'est resserré à 0,72 points, le plus bas depuis 2012. Mais 40 ans de données disent la même chose. Ce resserrement est l'exception, pas la nouvelle norme. Et maintenant, voilà le vrai coup de chercher à reconnaître un schéma sur un graphique de marché. Ce n'est pas d'avoir mal deviné une lettre sur un graphique, c'est d'avoir attendu de la reconnaître si longtemps qu'on a raté le rebond année après année. Et maintenant, voici ce que je voudrais vraiment que vous compreniez. Le contrôle que vous cherchez en cherchant des formes, des lettres formées sur des graphiques existe. Mais ce contrôle n'existe pas dans la forme des graphiques. Ce contrôle est possible uniquement dans le respect des règles que vous fixez à l'avance. Alors attention, ce n'est pas de votre faute si vous pensiez que ce contrôle venait de la lecture du graphique.
La finance grand public vend depuis toujours l'idée qu'un bon investisseur sait lire un graphique et les marchés. Mais la réalité statistique, c'est que la vraie compétence, la plus rentable, c'est de suivre les règles qu'on s'est fixées à froid avant d'investir. Et le problème de cette réalité statistique, c'est qu'elle est extrêmement ennuyeuse. C'est pourquoi personne n'a vraiment d'intérêt à vous la partager. Trois choses à faire maintenant avant la prochaine baisse, pas pendant la baisse. Un, fixer aujourd'hui un seuil d'écart qui déclenche le rééquilibrage de votre portefeuille. On va dire 5 points de pourcentage par rapport à votre allocation cible. N'attendez pas que la forme du marché soit claire. Un chiffre écrit. Deuxième chose, si vous avez un apport important à placer, divisez-le en tranches automatiques sur 2 ou 3 mois, voire plus long comme période. Automatique, ça veut dire programmé, pas décider le jour même selon ce que vous voyez sur un écran. Troisième chose, notez vos règles, définissez vos règles maintenant. Parce que le jour de la prochaine baisse des marchés de 20%, vous n'aurez pas envie de lire des graphiques froidement. C'est précisément pour ce jour-là que les règles doivent exister. Maintenant, une question. Quelle est pour vous la ligne de votre portefeuille sur laquelle vous avez le plus de doutes aujourd'hui? Mettez-la en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et pour résumer, la forme du rebond ne se lit qu'après coup. Le seuil magique ne survit jamais au crash suivant et le vrai schéma des 100 crashs que j'ai regardé n'est pas une forme ou une lettre. C'est une règle de rééquilibrage tenue avant la tempête, pas pendant la tempête. Alors ce soir, devant votre relevé de compte, devant votre allocation, vous pourrez vous poser la question que je vous ai promise en ouverture. Ce que vous voyez dans les lignes qui composent votre portefeuille financier, c'est un vrai signal ou alors c'est ce que vous avez envie d'y voir. La plupart des quiz vous flattent, le mien fait l'inverse. Des questions factuelles, ce que vous détenez vraiment, ce que vous avez fait lors de la dernière baisse, résultat, votre vrai profil d'investisseur et les 3 chantiers qui vous feront le plus progresser dans votre investissement. C'est gratuit, ça ouvre sur une formation gratuite de 7 jours et le lien est en description. Mais savoir qu'il faut rester investi ne suffit pas si vous ne savez pas dans quoi. Est-ce que cette fois-ci, c'est vraiment différent? C'est la question que je démonte entièrement dans la vidéo qui s'affiche. On se retrouve juste après.